Il y a environ un an, il m'est arrivé quelque chose de dingue. C'était un mercredi d'été, on mangeait en famille sur la terrasse, et là, mesdames et messieurs, s'est produit l'impossible. J'ai refusé des frites. En fait, si je te parle de ce mercredi-là, c'est parce que c'est le jour où j'ai su faire volte-face. J'ai dit non au côté obscur de l'alimentation. Ça a changé ma vie et je vais te dire pourquoi. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. You see that black boy over there running? Dans nos sociétés occidentales, l'alimentation n'est plus perçue à sa juste valeur. De la petite pizza surgelée au petit sandwich avant d'aller travailler, on a totalement perdu la notion d'importance que ça a de s'alimenter. Il est bon de se rappeler toutes les traditions et les coutumes qui entourent cet acte d'alimentation partout autour du monde, que ce soit la prière chrétienne avant le repas ou la cérémonie du thé chez les Asiatiques par exemple. En fait, si nos aïeuls savaient prendre le temps de juger de la qualité d'un gibier ou d'un fruit, ou de savourer le goût d'une pomme de terre, c'est parce que la nourriture était bien moins accessible et surtout de meilleure qualité. Les produits industriels ont tout révolutionné et comme des enfants gâtés, beaucoup de gens ne savent plus prendre la mesure de ce qu'est une bonne alimentation et de ce qu'est un aliment de qualité. Pour illustrer ça, prends un enfant, propose-lui une pomme et un Kinder Bueno. On peut aussi se demander comment faire terminer son plat d'épinards à un enfant, quand dans le même temps certains parents lui offrent un McDonald's pour récompense. Je me suis donc demandé pourquoi on était si accro à la malbouffe. Comment les industriels faisaient pour nous piéger. Et j'ai identifié deux bombes, deux véritables grenades qu'ils utilisent pour te faire acheter ce paquet de chips ou ce pot de yaourt dégueulasse. Ces deux choses, c'est tout simplement la graisse et le sucre. Les enfants sont des hommes à l'état brut. Les questions alimentation, ils sont très révélateurs des tendances globales de toute une population. La raison pour un tel engouement de la part des petits pour le Nutella et le McDo, pour la graisse et le sucre, ce n'est qu'une de ces révélations. Il faut comprendre que cet engouement découle de notre environnement ancestral, de notre environnement préhistorique. Quand nous étions chasseurs-cueilleurs, les deux matières les plus précieuses, les plus rares, c'était la graisse et le sucre. C'était pas l'argent, c'était la graisse et le sucre. Pour obtenir la graisse, il fallait chasser, il fallait coopérer. En somme, il fallait la mériter. On ne pouvait pas se permettre d'avoir des abattoirs où les hommes infligeaient d'abjectes maltraitances aux animaux. L'animal était donc sacré et d'une grande valeur. On partageait sa viande avec respect et soigneusement. Mais en plus de cet aspect respect de l'adversaire, il faut bien comprendre que la graisse, elle nous est vitale. En plus de nous offrir une protection contre le froid, la graisse, elle va permettre de synthétiser des hormones essentielles à notre bon fonctionnement. Ainsi, un homme sans graisse aura ses taux de testostérone beaucoup moindres, et une femme sans graisse aura beaucoup plus de difficultés à donner un bon allaitement à l'enfant. D'ailleurs, tous les gars qui font de la musculation le reconnaîtront, en période de sèche, quand le désir sexuel est au plus bas, quand il n'y a plus de désir sexuel, c'est qu'il est temps de remanger un bon hamburger. Et c'est pour ça que c'est pas une bonne idée à long terme de vouloir être sec à tout prix, car il nous faut de la graisse. Ce qui fait que nous soyons tellement attirés par le sucre, c'est un peu plus complexe. Alors on retrouve tout de même cet aspect rareté, car dans les temps ancestraux, dans les temps primitifs, quand on trouvait des bons fruits mûrs, ben, il fallait se dépêcher parce qu'il y avait déjà d'autres animaux, et il y avait aussi les insectes. Et un fruit bien mûr, donc bien sucré, donc bien nutritif, il tenait pas longtemps. Mais de plus en plus, avec la science, on se rend compte que le sucre, au-delà de la graisse, agit vraiment comme une vraie drogue sur nous, qu'elle arrive même à nous manipuler. Et je crois que la raison, elle en est simple, c'est que dans l'échelle de l'évolution, le sucre a toujours été primordial, parce que pour chasser, il faut savoir réfléchir. On se retrouve donc avec deux comportements primaires, deux pulsions instinctives, ces pulsions de recherche de sucre et de graisse, que les marchands ont très bien compris, et qu'ils ont poussé à outrance afin de vous attirer dans un piège. C'est comme ça qu'on se retrouve par exemple avec des Kellogg's soi-disant sains, en fait bourrés de sucre. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un pays comme les États-Unis, ravagé par l'obésité. C'est exactement le même principe que le porno. Donc on va se servir d'une impulsion naturelle, d'une pulsion primaire instinctive, qu'on va utiliser à outrance, qu'on va manipuler. Et comme l'être humain est un éternel angoissé, il a toujours peur de manquer de ce qui lui est vital. Quand il en a la possibilité, il va se gaver. Il va se gaver et il va accumuler tout ce qu'il peut. Donc on se retrouve avec des gens qui vont tomber dans la malbouffe ultra sucrée, ultra grasse, ou qui vont tomber dans la dépendance ou au porno. C'est une faille que la nature n'a pas prévue. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas prévu qu'on se retrouvait avec des Big Mac ou avec des abonnements à YouPorn. Donc voilà où on en est. Au niveau de la consommation, on est dans un monde où les grands industriels cherchent à empoisonner un maximum de gens tout en se faisant passer évidemment pour du positif. Donc on va vous dire que tel Kellogg's contient de la vitamine, du fer et tout ça.
Et pendant le temps qu'on empoisonne un max de la population au nom d'un max de profit, les grands patrons industriels fument leurs cigares en attendant l'enfer. Mais en mangeant 5 fruits et légumes par jour et tout bio. Donc une fois qu'on a compris qu'on voulait nous piéger, qu'on voulait nous faire acheter des produits qui sont mauvais pour nous, il va falloir trouver un plan pour s'en sortir. Ce plan, il peut se résumer en une seule phrase et je pourrais arrêter ma vidéo ici. Cette phrase, c'est « Est-ce que mon arrière-grand-mère mangerait ça ?» Ça a l'air tout bête comme ça, mais personnellement, c'est une phrase que j'applique tous les jours. Bien que je fasse 2-3 petits écarts, évidemment. Mais il faut garder ça constamment en tête. Se dire, est-ce que mes arrière-grands-parents mangeraient une nourriture aussi transformée ? Mais attention, si on est un intoxiqué chronique, si on est vraiment un habitué de la malbouffe, il va falloir y aller étape par étape, comme un apnéiste en remontée. Je crois que la première étape, c'est tout d'abord d'appliquer une détox générale à tout le corps. Préparer le terrain, en quelque sorte, avant un changement radical d'alimentation. Donc pour ça, on va commencer déjà par manger un peu moins, boire régulièrement, par exemple des tisanes, des jus de fruits, des jus de légumes, de l'eau citronnée au réveil, etc. Parallèle de ça, on va mettre en place une modification graduelle de l'alimentation. Ça peut être très subtil, comme par exemple remplacer le steak frites ketchup de ce soir par un steak frites au four, salade, sans ketchup. Comme dans beaucoup de choses, c'est la première période la plus dure. C'est la première étape la plus difficile. Mais quand on a su réétablir un respect de son alimentation, et donc un respect de soi, souvent au prix d'inévitables rechutes et d'agacements, on va voir qu'on s'engage dans un véritable cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il va nous inciter à nous améliorer de jour en jour, et on va se rendre compte à quel point on était intoxiqué dans les temps anciens. Cependant, je précise qu'il ne faut pas tomber non plus dans une radicalisation du manger sain. Non, la nourriture doit rester un plaisir, ça sert à rien de se priver d'un bout de gâteau à l'anniversaire d'un tel. Hein. Il faut aussi savoir savourer les petits plaisirs de la vie et faire quelques petits écarts. Le tout, c'est de garder le tableau à double colonne toujours dans le positif. Et surtout ne pas se trouver d'excuses non plus. Donc par exemple, si on a fait 1 heure de sport à la salle, c'est pas pour ça qu'on a le droit de se manger 2 paquets de chips ou 3 hamburgers. Et c'est là que je voulais en venir, à ce fameux cercle vertueux. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas que des conséquences au niveau physique. Car quand on change son alimentation et qu'on revient à une alimentation saine, et qu'on se remet en quelque sorte dans le vrai, dans le positif, ça a un impact sur toute notre vie mentale, psychique, ça a un impact sur notre ambition, notre humeur, notre façon de voir le monde, nos relations avec nos pairs, ça a un impact sur toute notre vie. Quand on dit que notre estomac est notre deuxième cerveau, c'est absolument vrai. On devient ce qu'on mange, littéralement. Alors jette ce paquet de chips, jette ce soda, ça va être difficile au début, mais plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Voilà, pour en savoir plus, je vous invite à aller faire un tour sur mon blog www.developpementmasculin.com. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.